m'apprendre des choses un peu étranges. Je savais pas que j'enculais les mouches en réfléchissant à la philosophie. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Oui, c'est particulier. Enfin, j'ai peut-être une autre approche de la question. C'est peut-être pour ça qu'on est réunis tous les deux. Déjà, bonjour à tous, parce que je suis heureuse d'être parmi vous. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu à Cannes Université. Ensuite, je vous présente mes vœux, puisqu'on commence une nouvelle année. J'espère qu'elle sera belle, en tout cas qu'elle sera meilleure que 2015, puisqu'il faut toujours espérer davantage que ce que l'on a possédé. Et ensuite, peut-être aussi, parce qu'il va falloir que nous entrions en résistance, et je crois que la philosophie, son utilité va être là pour les mois à venir. Donc entre le pourquoi philosopher et pourquoi dans l'utilité, je crois que nous avons à être des éveilleurs de conscience. Et quelque part, la philosophie peut peut-être aider à questionner le monde autrement. Ce que j'aimerais dire, moi, de mon côté, et je partage pas forcément tous ces points de vue, et c'est tout à fait logique, parce que je pense que la philosophie, en tout cas quand on s'interroge, on a bien dit la définition, là je la conteste absolument pas, Phileï et Sophia, être l'ami de la sagesse, ça sous-entend que si je suis seulement l'ami, je ne la possède pas. Si je ne la possède pas, bien évidemment, je veux tendre vers elle. Le terme a été donné dans l'Antiquité parce que justement, il y avait à un moment donné des courants d'école, notamment Pythagore, qui estimaient que la philosophie se pratiquait en secret, et même ceux qui livraient quelques secrets parce qu'ils parlaient trop étaient condamnés à mort, et donc il valait mieux veiller à garder secret les pensées qui se révélaient dans l'hémicycle. Il faut savoir aussi que les apprentis philosophes étaient tenus au silence pendant plus de 5 ans, parce que ce silence leur permettait de réfléchir et donc de pouvoir recevoir les paroles entre guillemets du maître pour interroger davantage le monde. Et surtout, ce qui m'interpelle dans l'esprit de la philosophie, c'est que initialement l'homme a été jeté dans un monde qui, à mon sens, lui semblait un monde un peu décousu, et que la question de définir la philosophie aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la question que l'on pouvait se poser dans l'Antiquité. D'abord parce que dans l'Antiquité, les premiers qui ont commencé à penser la philosophie, et la philosophie n'est pas née en un seul jour et elle n'est pas née de rien, et quand elle commence à naître par le miracle grec, d'après ce que l'on prétend, elle a déjà en réserve toute l'expérience et la richesse des pensées que l'on traîne et que l'on dame comme ça depuis, on va dire, 7 siècles avant Jésus-Christ, et notamment avec Zoroastre, qui a été un des premiers à avoir pensé dans les Gathas, les 17 chants, si vous voulez, qui allaient donner l'hymne de la terre et l'hymne de la pensée, et notamment le premier monothéisme. Ensuite, ce qui nous interpelle, et je pense que là, vous serez d'accord avec moi, c'est que l'homme jeté dans le monde a voulu le questionner. Et la question philosophique, c'est le titoon, qu'est-ce que l'être? Pourquoi, disait Leibniz, y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? La réponse, c'est parce qu'il y a de l'être. Donc les hommes jetés dans un monde qu'ils ne comprenaient pas, parce que bien entendu, il y avait une puissance de la nature, il n'y avait pas encore de bibliothèque, il n'y avait pas Wikipédia, en gros, qui est une abomination, il n'y avait pas non plus Internet, donc il n'y avait pas encore d'encyclopédie qui permettait de nous renseigner sur ce monde. On commençait par être, l'étonnement en grec signifie être frappé de stupeur. Donc ils ont contemplé un monde dans lequel ils étaient frappés de stupeur, parce que les événements qui se produisaient devant leurs yeux étaient des événements qui étaient puissants et parfois même violents. Ils ont imaginé un animisme de la nature pour comprendre cette vitalité de la nature, puis l'animisme, ils l'ont transformé petit à petit en une vision particulière qui leur permettait d'envisager les hommes questionnant ce monde et créant derrière l'animisme de la nature des divinités qui allaient incarner, on va dire, la copie de l'homme. En gros, Zeus, c'était celui qui avait la puissance de l'homme, mais multipliée, voire démultipliée, et qui était donc finalement capable, à un moment ou à un autre, de produire la foudre pour montrer son mécontentement. Et donc, vous voyez, si c'était Dieu qui était derrière la foudre, eh bien, on avait rendu le monde intelligible, même si on l'avait approché à l'existence de Dieu au pluriel, bien sûr, de divinité. Ensuite, il a fallu inventer des mondes et des histoires pour ces divinités, ce qui a donné la mythologie. Mais n'oublions pas qu'il ne faut pas confondre d'un côté ce qui relève du mythe, la mythologie, et ce qui d'un autre côté relevait essentiellement de la cosmologie, c'est-à-dire tout ce qui allait nous permettre de comprendre par le biais de la physis, en grec la nature, le monde dans lequel nous sommes. Et ça a commencé justement par un grand désordre, un grand chaos, qui nécessitait d'être mis en ordre, et c'est ce que fera Ouranos et Gaïa, d'autant plus que ça se fera dans le temps avec notre ami Chronos. Tout ça pour expliquer qu'en fait, l'homme, quand il s'est interrogé en premier lieu, il voulait comprendre dans quel monde il allait être amené à évoluer, et dans quel monde il allait devoir évoluer pour trouver effectivement du sens. Et s'il le sens, s'il ne le trouvait pas,
comment il allait peut-être être amené à un moment donné à le donner lui-même. Et c'est comme ça qu'est née la philosophie. Quand les hommes ont commencé à interpréter la nature, ont commencé à vouloir donner un sens à ce qui était devant eux, et lorsqu'ils ont exactement posé des éléments, parce qu'il faut savoir que la philosophie, comme je dis, elle est déjà le fruit d'une pensée qui a déjà voyagé, hein, des Sumériens jusqu'à l'Égypte, avec le grand Noun, on va dire, puis en passant ensuite par la porte au lion, Mycène, pour remonter ensuite à Athènes. Et on sait effectivement que la pensée qui arrive à Athènes est déjà une pensée qui a mûri. Les philosophes qui s'interrogent à ce moment-là vont vouloir poser à l'origine de toute chose des éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air, et ce qu'on appellera ensuite l'apeiron. L'apeiron en grec, ça veut dire l'indéfinissable. Donc il y avait des mystères auxquels la pensée ne pouvait pas répondre, il y avait des interrogations sur le monde, et quand on répondait par des éléments, que ce soit l'eau, la terre, le feu, bien ça permettait de proposer des systèmes du monde. Si tout était basé, comme disait Thalès, sur l'eau, ça voulait dire que la terre, quand on la voyait bouger, ben c'est parce qu'elle flottait. Si à un moment donné, on comprenait l'utilité d'un fleuve, et notamment on connaissait ça, on avait hérité de ça depuis l'Égypte antique avec la crue des fleuves, dans lesquels on a d'ailleurs posé la géométrie, il fallait redistribuer les terres. Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, le fleuve, par les alluvions, permettait une vie, par la fertilité de la terre, et ensuite l'eau, c'est ce qui permettait de transporter les récoltes et donc de développer du commerce. L'eau, on en a en nous, hein, puisque bien évidemment le sang est liquide, et ce qu'on appelait avant tout ce qui nous permettait de nous reproduire, c'était aussi de l'ordre de l'humide. Et quand Thalès nous explique tout ça, c'est une manière pour lui d'expliquer tout un système basé sur l'eau, pour essayer de comprendre le monde dans lequel il était. Il y a Anaxagore, Anaximandre qui ont basé la même chose sur l'air, sur le feu, la terre, comme je disais, et enfin la période. Tout ça pour dire que cette interrogation première, cette volonté de comprendre le monde, est la manifestation d'hommes qui sont frappés par le monde dans lequel ils sont et qu'ils ne comprennent pas. Et c'est la tentative désespérée pour l'homme de sympathiser avec l'univers pour mieux le comprendre, et donc de se situer en lui. Bien évidemment, on a compris que cette période de l'Antiquité va amener des questionnements, et même la pensée de la philosophie va évoluer. On le sait avec Platon qui va vouloir poser en premier des écoles, va poser l'académie. On sait aussi qu'il y aura le lycée, Aristote, qui ne parvient pas à être recruté par Platon parce qu'il y a des conflits de pensée. Hein. Il y en a un qui pose un arrière-monde des idées, l'autre vous parle d'un dieu premier moteur qui engendre dans l'immanence la totalité du monde à venir. Ce qui veut dire qu'on se retrouve quand même dans des systèmes de pensée qui sont opposés, mais malgré tout ça fait école. Donc on a le lycée, on a l'académie, et puis après on aura les écoles que vous connaissez tous, les stoïques, les épicuriens, les sceptiques, les pyrrhoniens, qui ne sont pas tout à fait les sceptiques, les cyniques, les cinéraïques et bien d'autres. On n'a pas beaucoup de temps pour que je vous décrive tout ça, hein. Il aurait fallu que je reste 2 heures à vous parler, mais comprenez bien que tout ce moment particulier de l'étonnement du grec va amener finalement une refonte de l'acte même du penser et du philosopher qui va intégrer l'école. Et au moment où on va fonder l'académie, on aura quitté le Socrate du questionnement. C'est pour ça que je reviens sur un petit point de détail que tu as évoqué, que je trouve intéressant, mais que je peux un peu contester. C'est que lorsqu'on parle du docteur en philosophie, bien entendu, ça fait allusion au doctomètre du Moyen-Âge. Mais ça veut dire aussi que dans l'évolution de l'acte même de philosopher, il y a eu un moment où il y avait tout à penser, parce que pas grand-chose avait été pensé avant, c'est les présocratiques. Et aujourd'hui, nous, au moment où nous nous interrogeons sur la philosophie, il y a eu tellement de penseurs, d'ouvrages, de systèmes, de doctrines, qu'on devient les doctes philosophes, c'est-à-dire ceux qui ont étudié des doctrines. Et je crois qu'on ne peut se dispenser aujourd'hui, de découvrir ces philosophes, de les lire, de sympathiser avec eux. Moi, j'ai une compagnie de philosophes avec moi extraordinaire, je ne suis jamais seule. Mais en même temps, lorsque je travaille à la philosophie, il me faut aussi apprendre à penser, et il me faut apprendre à penser par moi-même. D'où le moment où on va quitter l'étonnement, pour dire qu'à un moment donné, on travaille comme des fourmis, à accumuler des matériaux pour pouvoir construire notre pensée, et une fois qu'on aura accumulé tous ces matériaux, eh bien on va rentrer dans la deuxième phase. On va remettre en question tout ce que l'on a appris, de manière à pouvoir penser par soi-même et se débarrasser, entre guillemets, du superflu. Seulement, on est bien d'accord, et vous êtes là parce qu'à mon avis, la philosophie vous interpelle, il est très difficile de penser par soi-même. Je veux dire par là que la différence peut-être entre le philosophe et le prof de philo, puisqu'il a été question du prof de philo,
c'est peut-être que le prof de philo, il a appris des théories, et il va essayer de les transmettre à des étudiants. Et il va essayer de leur apprendre à penser à partir de ces pensées qu'il transmet. Mais en même temps, le philosophe, c'est celui qui dépasse toutes les pensées existantes pour trouver sa pensée propre. Parce que si vous réfléchissez, un philosophe, c'est celui qui crée du concept. Tant que vous n'avez pas créé de concept, vous êtes un bon professeur de philosophie, mais vous n'êtes pas un philosophe. Ce qui veut dire que remettre en doute, ça veut dire qu'à un moment donné, on a intégré tout un ensemble de savoirs qu'il nous faut posséder pour pouvoir grandir à nous-mêmes intellectuellement, mais dont il va nous falloir nous débarrasser, c'est-à-dire en quelque sorte, comme dirait Bergson, il va falloir les oublier. Et c'est dans l'oubli du concept que je peux créer mon concept et que ma conscience peut naître à autre chose. Le doute, là, on l'a, presque dogmatisé avec notre ami Descartes. Bon, tout le monde le sait. Pour lui, il faut remettre tout en doute, parce que ce doute hyperbolique nous permettra de parvenir à des vérités. Un cogito ergo sum, je pense donc je suis. Bon, on est très content, on va féliciter Descartes. Mais cogito ergo sum, vous savez très bien que la phrase est antérieure à Descartes. Elle a été prononcée pour la première fois par saint Augustin, qui dans l'antichambre de ses pensées avait voulu rencontrer Dieu, et qui en travaillant à ce qu'il était, s'était dit qu'en faisant taire les passions, et en le faisant et en créant ce silence en lui-même, parviendrait à la rencontre de la grâce divine qui le portait. Ça m'amène à autre chose, vous l'avez compris. C'est que si on a posé la question du pourquoi philosopher, quelles sont les raisons, on a bien compris, c'est pour s'étonner du monde, pour le comprendre, pour se familiariser avec lui. C'est aussi le questionner pour trouver sa raison d'être, c'est-à-dire sa raison propre, sa manière de s'émanciper de la pensée. Mais ça veut dire aussi que pourquoi philosopher, pourquoi poser l'origine de pourquoi je suis là et pourquoi je n'y suis pas, pourquoi justement je ne suis pas la rose, et comme dirait Sartre, pourquoi je ne suis pas en regardant la racine du marronnier un arbre, parce que je suis pourvu d'une pensée, eh bien tout simplement parce qu'à un moment donné, je m'interroge aussi du pourquoi je suis là. Si la rose est sans pourquoi, pour reprendre la formule, il faut bien savoir que moi je veux savoir pourquoi. Et quand je veux savoir pourquoi, bien évidemment je le fais avec l'humilité de l'humain que je représente. C'est-à-dire que la première cause de toutes les causes, je ne la connais pas. La preuve, on est dans les balbutiements. Si vous vous tournez vers la science, les physiciens vous diront à 10 moins 43 secondes, qu'est-ce qui s'est produit? On ne sait pas. Si vous interrogez certains philosophes, ils vont vous poser une cause première. La cause première, ce sera Dieu. Mais qui a raison? Pour l'instant, on ne peut pas le démontrer. La seule chose que l'on peut faire, c'est spéculer. Donc, il faudra remettre en doute toutes les visions du monde. Qu'elles soient mathématiques, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient métaphysiques. Et quand vous les aurez toutes remises en doute, à ce moment-là, vous opterez pour une. Pourquoi? Eh bien parce que c'est de l'utilité de la philosophie, justement. Celui qui a besoin, entre guillemets, comme dirait Freud, d'une béquille, celui qui a besoin d'être tenu par quelque chose, aura peut-être besoin d'un Dieu le Père. Et qui va le lui reprocher? Personne. En philosophie, la seule chose que l'on demande, c'est qu'on n'aille pas, finalement, essayer d'endoctriner un autre ou le convertir à sa propre religion. Après, chacun est libre. Mais si vous voulez penser qu'il y a une cause première, qui a permis la naissance du monde et qui a même permis son développement avec la logique que concède et contient le monde, pourquoi pas? Ça veut dire aussi que vous avez posé votre arrière-monde. Vous avez mis à l'origine un Dieu et vous l'avez posé comme horizon de votre vie. Si vous avez besoin de ça, c'est pas le philosophe qui va vous dire non. Et à ce moment-là, lisez saint Anselme, lisez saint Augustin, lisez saint Thomas et bien d'autres. D'autres choisiront autre chose. D'autres se diront plutôt, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien? Parce que je suis là pour penser. Il n'y avait rien avant moi et il n'y aura rien après moi. Hegel. Pourquoi il n'y aura rien après moi? Parce qu'une fois que je serai morte, si tout est terminé, mon âme et mon corps en même temps, vous dites bien que le monde, s'il continue sans moi, comme moi je ne serai plus du tout dans ce monde, eh bien ça ne me concernera plus. En d'autres termes, ça veut dire que tant que je suis vivante, je participe du monde. Et rappelez-vous, il y avait une sage pensée qui consistait à dire, quand un arbre tombe dans une forêt, si je le vois tomber, pour moi il a existé, mais combien d'arbres sont en train de tomber en ce moment que nous n'avons jamais vus et qui sont en train de tomber, eh bien ça veut dire que pour nous, ils n'auront jamais existé. La philosophie nous permet de réfléchir à ça aussi. C'est-à-dire que le questionnement doit nous mener au-delà de l'horizon. Au-delà de l'horizon du droit en philosophie politique, au-delà de l'horizon de la métaphysique, métaphysiquer, ce qui est derrière la limite, et en même temps au-delà de la hauteur quand on est dans la métaphysique, puisque méta c'est aussi au-dessus, et ce qui est au-dessus de la nature, c'est le surnaturel. Choisissez.
Vous voulez être le physicien? Vous voulez être le métaphysicien? Vous voulez être le croyant? Ou vous voulez être celui qui pense en considérant que le avant et le après importent peu? C'est vous qui choisirez. Comme tous les philosophes l'ont fait lorsqu'ils ont proposé des doctrines. Et lorsque nous les lisons avec beaucoup d'intérêt, parce que finalement, j'aime autant m'amuser dans la théorie de Leibniz qui me dit que tout a été préétabli par Dieu et qui fait qu'à un moment donné, effectivement, je déplie les recoins de ma monade puisque je déploie ce que je suis, en vertu d'un préalable, c'est-à-dire ce que Dieu a préétabli pour moi, en me donnant le caractère que j'ai. Soit j'estime que je suis dans la liberté absolue, il n'y a pas de Dieu, et je serais sartrienne dans ce cas-là. Et je dirais, pourquoi je suis philosophe? Pourquoi je suis là pour philosopher? Pour comprendre que je suis condamné à être libre. Et là, ça devient intéressant. Si on avait commencé par s'étonner, on en est maintenant à douter, et maintenant on n'est plus vraiment en train de douter, on est en train déjà de sortir du doute pour se dire, ça y est, je choisis mon camp. Je choisis mon camp, et je choisis le philosophe de la liberté. Et à ce moment-là, que me dit Sartre? Avec d'ailleurs un aplomb assez exceptionnel. Il me dit, je suis condamné à être libre, parce que finalement, l'existence précède l'essence. Vous voyez, c'est l'inverse de Leibniz. L'existence précède l'essence, ça veut dire que rien n'est préétabli. Et qu'à tout moment, je peux changer le cours de ma vie. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Être philosophe? Ou être ce que je dois être, en gros? Et là, si je réfléchis, c'est intéressant. Parce que Sartre me propose dans ma liberté de jouer le jeu du garçon de café. Rappelez-vous, dans L'être et le néant. Oui, je suis le garçon de café. Et quel est le but du garçon de café? C'est de vous servir. Et de vous servir bien. Il vous apporte votre café, pour peu qu'il oublie le sucre, si vous le lui réclamez, il doit vous sourire et aller chercher gentiment du sucre. Parce que c'est sa fonction. Là où ça ne va pas, c'est quand le garçon de café se plaint de devoir retourner chercher le verre d'eau et le sucre parce que vous l'avez demandé après coup. Là où ça ne va pas, c'est quand le garçon de café rentre chez lui, que son épouse a mis la table, par exemple, et qu'il inverse les couteaux, les fourchettes parce qu'elle ne les a pas mis comme il fallait. Ça veut dire que quelque part, à la maison, il continue à être le garçon de café, celui qui surveille comment la table est mise, en gros, alors qu'en réalité, la fonction qu'il occupe le soir, c'est d'être l'époux de sa femme. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, nous enchaînons dans notre vie un ensemble de costumes ou de rôles qui correspondent à des moments bien définis et bien particuliers à la vie que nous menons. À la différence.